notre économie. Et il ne faut pas se contenter non plus d'une économie de services. Il faudra également que Djibouti, ça c'est une de mes très vieilles idées que je n'arrive pas, ou je ne suis pas encore arrivé à faire aboutir, c'est faire de Djibouti une place financière, une plaque tournante du monde des affaires, du négoce dans la région. Mais ceci est également conditionné par une question très importante, c'est la stabilité politique et surtout la neutralité. Et c'est cette neutralité que nous réclamons à l'OUA vis-à-vis et de l'Éthiopie et de la Somalie. L'Éthiopie également avait des visées annexionnistes. Je dis bien avait, parce que au dernier sommet de l'OUA, l'Éthiopie a proclamé officiellement qu'ils ont abandonné leurs revendications historiques, comme ils appellent. Donc j'en prends acte puisqu'ils l'ont dit à l'OUA et ils me l'ont dit à moi également. Ce que je n'arrive pas, c'est que la Somalie prenne la même position. Elle dit tout simplement, nous soutenons l'indépendance et souhaitons l'indépendance. Mais jamais ils n'ont dit qu'ils renonçaient aux revendications territoriales. Et jamais ils n'ont abrogé l'article 6 de leur constitution qui prévoit l'annexion de ce territoire et bien d'autres territoires qui appartiennent à d'autres pays voisins, bien sûr. Mais nous, sur le plan économique, il faudra que nous trouvons également des garanties que nous demandons sur le plan militaire à la France, des garanties sur le plan économique également, pour que cette indépendance soit viable. Voilà donc rapidement les pièces du dossier. La fraction dure de l'opposition dit que le sang va couler. Depuis, Hassan Gouled, le leader de cette opposition, est revenu à une conception plus nuancée de dialogue avec la France. Nous l'entendrons dans notre second volet la semaine prochaine. Le président Ali Aref prépare, lui, avec la France, l'indépendance. Il demande des garanties économiques et surtout de défense pour contenir ses voisins. Une page se tourne. La France, en 100 ans de colonisation, n'a presque rien fait là-bas, mais depuis 1958 et ce statut de territoire, les progrès sont réels, tangibles, évidents. Dans le volet de la semaine prochaine, nous aborderons plus en profondeur ces problèmes économiques et sociaux, les réussites et les échecs de la France et les devoirs moraux que nous avons vis-à-vis de cette indépendance si proche. Dans un premier volet sur le TFAI, la semaine dernière, nous avons entendu les thèses en présence en ce qui concerne l'avenir du territoire français, des Afars et des Issa. Pour le président Ali Aref, l'indépendance avec la France. Pour la partie dure de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance, une indépendance immédiate et sans condition, le sang devant couler si cela ne se passait pas ainsi. Mais depuis, Ahmed Gouled, le leader de la LPAI, parle à nouveau d'indépendance avec la France. Et dans le même temps, il est de plus en plus opposé à Ali Aref. Il parle à Djibouti du sens de cette opposition. Nous faisons une opposition normale et légale. Si nous sommes opposés au président Ali Aref, vous le connaissez, tous ceux qui sont dans le territoire, ils le savent très bien, à sa façon de dictature, un enfant mal élevé, soutenu depuis 16 ans par le gouvernement français, et c'est ce que nous le regrettons, et nous avons demandé la démission de M. Ali Aref. Généralement, on dit que l'UNI, le parti du président Aref, c'est l'indépendance avec la France, tandis que la LPAI, c'est l'indépendance contre la France. Ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai, puisque pour bien voir ceci, il faudrait se souvenir de notre premier mémorandum qu'on l'avait remis au mois de mai 1975 au gouvernement français. La LPI a demandé une indépendance avec la France. Mais la LPI ne veut pas une indépendance néocoloniale. Telle est la différence. Sur la dernière phrase que vous disiez... LPAI contre la France. Contre la France. Dans un sens, oui. Mais dans un autre sens, non. Si c'est une indépendance pour la population et pour le territoire, oui, c'est une amitié avec la France. Il y a des nuances. Mais si c'est une question vraiment détruire les populations et de déporter comme on le fait depuis certains temps, depuis quelques jours, à ce moment-là, même nous ne l'accepterons pas, cette amitié. L'amitié, ça se donne, mais on ne le force pas. Je crois que l'on peut dire objectivement que depuis que ce territoire était français, la paix avait régné. Bien sûr, il y a eu des incidents au fil des années, malheureusement,
mais ils ont été finalement limités. Et ils n'ont pas été beaucoup plus nombreux que dans un autre peuple du monde. Eh bien, la volonté de la France, c'est de continuer, en liaison avec la population, avec la majorité de celle-ci qui le souhaite, à maintenir dans l'avenir la paix civile et la paix extérieure. Et pour ce faire, elle est prête à apporter sa protection et à dire au monde et aux habitants du territoire que si ceux-ci le souhaitent, ce qui est le cas, eh bien, l'armée française continuera dans les années qui viennent à assurer la garantie d'une vraie indépendance, et non pas d'une indépendance qui se transformerait le lendemain soit en guerre extérieure, soit en dépendance complète à l'égard d'un des pays de l'environnement dont certains ont fait savoir que finalement ce territoire n'existait pas et qui faisait partie de leur État. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes prêts naturellement à donner aux habitants du territoire la possibilité d'une progression économique, culturelle dans l'avenir, et donc à assurer, en liaison avec les populations, la coopération indispensable. Je pense que dans tout cela, il n'y a pas à avoir de complexe. La France a fait son devoir à l'égard d'habitants qui l'ont fait à son égard, et notamment pendant la dernière guerre, où beaucoup sont morts pour elle, et la France est prête, très humainement, très simplement et au-delà des rivalités personnelles, à assurer pour l'avenir une réelle indépendance dans l'amitié, dans une coopération sincère, qui n'est pas une domination. Le processus va prendre un certain temps, car il s'agit d'obtenir donc des garanties extérieures, un acquiescement en réalité du monde africain et arabe, et du monde tout court. Et puis il faut obtenir des garanties internes, que les ethnies s'entendent bien, que toutes les minorités soient respectées, c'est tout à fait essentiel, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que ça cesse, et au contraire c'est à l'honneur des habitants du territoire de les avoir jusqu'à présent respectés, il faut que ça continue. Alors une fois que ces garanties extérieures et intérieures seront naturellement certaines, alors nous saisirons le Parlement français, et c'est seul le Parlement a en effet le pouvoir de prévoir une consultation de la population qui se prononcera sur le point de savoir si, compte tenu des garanties assurées, elle souhaite ou non l'indépendance. Alors comment peut-on établir le bilan au seuil de l'indépendance? La France laisse quoi? Quelles sont les réussites de 103 ans de colonisation? Le président Ali Aref explique ce qui a été fait. Jusqu'en 1958, elle n'avait rien fait. Rien du tout. Il y avait une seule école à 6 classes à Djibouti, et puis c'est tout. C'est la France de la 4e République, de la 3e République et d'autres, disons. Mais depuis 1958, il y a eu un regain et un renouveau. La France a fait beaucoup de choses. L'intervention de la France est connue, elle est appréciée, notamment en matière sociale. On peut dire en gros que tout ce qui est hôpital, dispensaire, écoles sont construits sur des fonds métropolitains. Ça, les gens le savent et l'apprécient. Nous avons, sur le plan culturel, d'abord un ensemble cohérent qui commence par des écoles en brousse dans tous les quartiers de Djibouti, qui se termine par un complexe d'études secondaires, lycée d'enseignement technique, et puis nous envoyons nos étudiants pour faire des études supérieures en métropole. Sur le plan de la santé publique également, nous avons un hôpital, nous avons des dispensaires. Nous avons des dispensaires également dans ce qu'on appelle les chefs-lieux des cercles de l'intérieur, non seulement les chefs-lieux, mais dans des postes les plus reculés. Nous avons également sur le plan social encore ce qu'on appelle le service médical inter-entreprise, qui soigne tous les employés aussi bien de l'administration que du secteur privé. Et l'année dernière, nous venons de faire une extension pour les familles de tous les travailleurs qui sont soignés gratuitement. Et l'on peut dire sur le plan social, sur le plan culturel, ce que nous avons dans le territoire, on ne le trouve pas à 5000 km à la ronde. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous envie. Nous reprochons sur le plan local que le gouvernement ne s'y intéresse pas d'abord aux intérêts du peuple, tant sur le plan politique, économique, social et culturel. Nous pensons que le gouvernement français et le gouvernement local pensent plutôt à construire des beaux bâtiments, mais oublient l'homme dans ce territoire. Dans ces conditions, nous pensons que
après l'indépendance, ce pays pourra survivre, car la politique de la LPAI est d'intéresser cette masse à la terre et à l'élevage du pays. Il y avait un problème crucial pour cette population qui habite un désert, c'était le problème de l'eau. Grâce au crédit de la France, nous avons pu faire des forages et actuellement la population nomade elle est presque semi-nomade par le fait que nous avons créé des points d'eau qui ont permis de les sédentariser, de créer une école et un dispensaire pour soigner les gens. Sur le plan économique, la France a réalisé un complexe portuaire assez important qui est, à mon avis, un exemple, je ne dirais pas unique, mais rare quand même dans le secteur, en tout cas dans la corne de l'Afrique. Ce port est desservi par une voie du chemin de fer franco-éthiopien et nous sommes, si vous voulez, le port naturel de l'Éthiopie. La ville de Djibouti, par exemple, à mon avis, est une belle ville. Vous ne trouverez pas des gens qui meurent de faim, qui sont mal habillés. Le niveau de vie est, je peux dire, 10 fois meilleur que chez nos voisins, en particulier en République de Somalie. Je sais que moi, mon chauffeur touche à Djibouti le même traitement, sinon plus qu'un général somalien. Alors, il n'y a pas de quoi avoir honte. La France a fait son devoir dans cette partie, fait beaucoup de choses, vous le savez. Il y a eu une tentative de recherche de géothermie qui a coûté très cher à la France et c'est quand même une belle réalisation. D'autres réalisations sont en cours. Il y a une planification actuellement d'un réseau routier qui a vu déjà un début par la création de ce qu'on appelle la pénétrante ouest, une route qui part de Djibouti pour rejoindre le réseau national routier éthiopien afin de pouvoir augmenter l'activité du port de Djibouti en drainant les marchandises du sud de l'Éthiopie. Il y a également entre Tadjoura et Randa une route qui est en train de se faire, qui va avoir son prolongement également vers le réseau routier éthiopien afin de diversifier un petit peu les activités portuaires de transit entre l'Éthiopie et l'extérieur, puisque nous sommes le port naturel de l'Éthiopie. Alors la France, réussite, échec. Doit-on avoir un complexe de culpabilité vis-à-vis du TFI? Je ne pense pas que les Français peuvent avoir un complexe de culpabilité dans ce cas, mais là où ils auront un complexe de culpabilité et ils seront coupables, c'est de nous laisser tomber maintenant. Et j'estime qu'ils n'ont pas le droit de nous laisser tomber. Ils doivent se faire un devoir de nous soutenir même dans notre indépendance, puisque actuellement nos voisins sont soutenus par les Russes et les grenades qui ont été lancées contre moi sont d'origine russe. Les balles qui ont touché, les 9 balles qui ont touché le gendarme qui a été tué sont des balles russes. Je crois que c'est là où se trouve le complexe de culpabilité que les Français doivent avoir et non pas dans ceux qui n'ont pas fait jusqu'à maintenant. J'estime qu'ils ont fait beaucoup et grâce aussi aux élus du territoire qui ont eu l'idée de travailler en toute collaboration avec les autorités françaises. Djibouti vu d'en haut, peu de choses en vérité. Un point stratégique qui contrôle la mer Rouge, le canal de Suez et s'ouvre sur l'océan Indien. Mais la stratégie est fonction de la politique que l'on veut faire, c'est une notion fluctuante. Djibouti, c'est une ville garnison, 6 000 militaires, quelques coopérants, des commerçants et 150 000 autochtones, des nomades qui ont quitté le désert, attirés par le clinquant de la ville, les possibilités de travail et la nécessité de manger. Ils vivent dans des quartiers qu'on appelle chiffonvilles, ils sont pourtant français. Djibouti, c'est aussi un port, pas bien grand, un seul quai et pas une grue. 2 bateaux de guerre en escale, dont un navire école qui ce jour-là offrait un bal. Mais un port par où passe 60% du commerce extérieur de l'Éthiopie, des marchandises acheminées jusqu'à Addis Abeba par un petit train qui revient chargé de viande, de légumes et de fruits. Tout le ravitaillement de Djibouti, ce train dérisoire, c'est la vie pour 2 pays. Djibouti, c'est aussi ce barrage construit pour stopper la venue de nomades étrangers, désireux de grappiller quelques restes de la civilisation. Djibouti ne peut nourrir tout le monde, mais ce mur pour certains est celui de la honte. Pour le reste, ce n'est que cailloux et quelques forts qui protègent une frontière invisible. Pourtant,
Nous voudrions faire l'économie d'une guerre. Hein. Il ne faut pas gaspiller des vies humaines pour rien, faire un gâchis à Djibouti qui n'est pas du tout nécessaire. Hein. Mais par la lutte armée, nous entendons l'élimination de toutes les idées, l'élimination de tous les valets de l'impérialisme, de tous ceux qui collaborent avec le colonialisme, de tous ceux qui sont opposés à l'indépendance du territoire. Hein. Voilà sans doute des propos que les Français ne veulent plus entendre et des images qu'ils ne veulent plus voir. Des militaires français le doigt sur la gâchette. Se maintenir à Djibouti vaut-il d'être traité d'impérialiste et de puissance coloniale dans toutes les conférences internationales, à l'ONU, à l'OEA ou à la Ligue arabe? D'autant que des pays amis, mais qui ont le poids du pétrole, prient la France avec insistance d'accorder l'indépendance. Au moment où Paris vise à représenter le tiers-monde ou être le trait d'union entre pays consommateurs et pays producteurs de pétrole, ne faut-il pas effacer cette image de colonialiste et sortir d'une situation qui pourrait devenir dangereuse? C'est sans doute parce que le principe de cette indépendance est acquis qu'arrive demain le président Ali Aref. Ce que nous voulons surtout, c'est garantir cette indépendance. Et comme nous n'avons pas les moyens, nous, de garantir cette indépendance par une armée, la première chose que nous souhaitons, c'est que la France, nous ayons avec la France un contrat de coopération de défense garantissant notre intégrité territoriale. Dans un deuxième temps, sur le plan économique, nous souhaitons également avoir avec la France des contrats de coopération en ce qui concerne l'aide technique et l'assistance technique. Le peuple français n'a pas le droit de nous laisser tomber et le peuple français doit lui-même réaliser notre indépendance et veiller à ce que cette indépendance soit une indépendance